à toutes et tous, bienvenue dans Sport Planète, l'émission déjà le 6e numéro. Merci de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission qui nous permet de parler de sport de plus en plus responsable. On aura encore de beaux exemples aujourd'hui dans cette émission et sans plus attendre, voici le sommaire. Que faire de son ancienne planche de surf ou de ses crampons de foot lorsqu'on veut en changer? S'adresser aux friperies Sport Planète par exemple. Des étudiants comme Baptiste Garet, notre invité, se mobilisent pour donner une seconde vie à vos équipements. Dans notre Zoom Eco, focus sur une course mythique et fascinante, The Ocean Race, un tour du monde avec escale qui s'élancera en janvier. Imogen Dinham Price est Sustainability Manager. Elle nous parlera de la dimension éco-responsable de cet événement. Et puis, notre éco-aventurière du mois a fait le tour du monde, elle aussi. Elle a bouclé son premier Vendée Globe l'an dernier à bord de TSE For My Planet, du nom de son association. On est ravis de recevoir Alexia Barrier. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci beaucoup d'être là dans Sport Planète pour ce 6e numéro. Je vous le disais il y a quelques instants. Alors vous l'aurez compris, on va beaucoup parler de voile, on va un peu voyager aujourd'hui dans cette émission. Mais avant cela, on est galante sur ce plateau, vous le remarquerez Baptiste. C'est vous qui allez avoir la parole en premier. Baptiste, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la friperie Sport Planète d'Amiens. Alors vous êtes étudiant encore aujourd'hui en STAPS, en première année depuis septembre dernier. Qu'est-ce qui vous a incité à créer cette friperie ? Déjà, merci de me recevoir. Et en fait, tout simplement, moi-même étudiant en STAPS, j'ai pu me rendre compte en fait, de tous les équipements qui sont à acheter ou à acquérir en fait, durant les différentes années scolaires. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est un vrai investissement pour chaque étudiant. Donc moi, j'ai eu de la chance d'être suivi pour avoir des équipements, mais c'est vrai que j'ai eu la plupart d'amis à moi, même proches, qui ont dû arrêter leurs propres études parce que financièrement, c'était trop compliqué. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut un peu se mobiliser. Donc c'est avec ce constat-là finalement que vous décidez d'agir, de rejoindre notamment l'équipe de la Maïf comme étudiant militant depuis avril dernier. Et du coup, vous avez fait quoi ? Tout à fait. Donc j'ai rejoint l'équipe de la Maïf du coup en tant qu'étudiant militant. Donc en fait, je me suis rapproché tout de suite de la Maïf parce que pour moi, les projets Sport Planète, tout de suite, ça fait écho au principe que j'avais moi-même. Et en fait, ils m'ont tout de suite suivi dans cette activité de friperie sportive. Ils m'ont tout de suite aidé et ça m'a permis de progresser, de gravir les échelons au fur et à mesure pour la conception de ce projet. Alors le projet, il n'en est plus à l'étape de projet, hein, il existe vraiment aujourd'hui. Comment vous procédez, comment vous récoltez tout ce matériel finalement usagé, mais qui est encore en capacité d'être utile ? Donc il y a plusieurs étapes. On se rend dans les principaux lieux de collecte, on a les événements sportifs. Donc en fait, on se rend nous-mêmes, par exemple avec la Maïf, sur des événements, type des courses ou des événements. Là, on a fait les événements aussi UNSS, où du coup, on met des lieux de collecte, on appelle ça des éco-box. Ou alors directement sur les lieux de la faculté d'Amiens, là où on se trouve, pour récupérer auprès des étudiants, mais pas que. Et vous récupérez quoi? Parce que quand on dit friperie, on a l'impression qu'on récupère uniquement des vêtements, mais ce n'est pas le cas. Et de tout. On a des chaussures, des raquettes, des kimonos, des ballons. Vraiment, ça peut passer d'une tenue à des crampons, à des pointes pour la piste. Vraiment, on passe partout. Alors l'enjeu, j'imagine, c'est de garder tout ça, de savoir ce qu'on a, comme dans un vrai magasin. Comment vous arrivez à redistribuer? Est-ce que, d'ailleurs, vous redistribuez ou est-ce que les étudiants viennent chercher? Donc là déjà aussi on a plusieurs étapes. Donc il y a d'abord une première étape où on va faire une constatation du coup des articles qu'on reçoit, voir si c'est vraiment dans l'optique de redistribuer ou alors les articles sont trop défectueux. Ensuite du coup on va avoir une redistribution. Donc là on était principalement dans les lieux de la faculté même. Donc les salles étaient à notre disposition pour faire des redistributions ou alors des événements comme la JAE, la journée des étudiantes à Amiens. Vous ciblez tout le public? Tout le monde peut venir? Seulement des étudiants? Comment vous faites? Alors dans un premier temps, c'était du coup surtout les étudiants en précarité en STAPS, parce qu'on se rend compte que du coup les équipements à l'année c'est vraiment compliqué. Et après ça s'ouvre à tous les étudiants qui veulent se familiariser avec une pratique sportive. Alexia, quand on pratique la voile, quand on est skipper, on a toujours beaucoup de matériel. C'est une superbe initiative de pouvoir redistribuer comme ça. Oui, je trouve ça canon parce qu'en tant que skipper de haut niveau depuis 15 ans, on accumule les cirés, les tenues et puis on ne sait pas toujours trop quoi en faire. Donc moi, à la maison, je les garde. Dès que je peux en donner, j'en donne. Mais d'avoir des filières comme ça organisées pour
pouvoir contribuer à ce que tout le monde puisse accéder à la pratique sportive. Je trouve ça absolument génial. Vous au-delà des vêtements, il y a des choses que vous donnez, du matériel On a différents styles de matériel qu'on peut donner. D'ailleurs, la classe IMOCA avait mis en place une gift box à Lorient, là où il y a le plus de teams pour le Vendée Globe. Donc on a des boots, des désalinisateurs, de l'électronique, de la mécanique, vraiment énormément de matériel très varié. Et en fait, dans la classe IMOCA, il y a des teams avec des gros budgets et des teams avec des tout petits budgets, comme moi quand j'ai participé au Vendée Globe. Et du coup, ça nous aide vraiment énormément. Et on a aussi un WhatsApp dans la classe IMOCA où on partage énormément de bonnes pratiques sur le partage du matériel d'occasion. On a parlé de cette friperie à Amiens, il y en a d'autres sur le territoire ? Totalement. Donc en fait, le poste d'étudiant militant, par exemple, avec Maïf, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et c'est vrai que des projets comme les friperies sportives, on en retrouve de plus en plus, comme à Rennes ou à Lyon. Alors, il y a des friperies, vous savez aussi qu'il y a des recycleries sportives qui existent un petit peu partout. Et puis, sachez, ça c'est une petite avancée depuis le début de l'année avec la loi AGEC. Eh bien, ceux qui produisent, qui fabriquent, qui vendent des articles de sport ont l'obligation de penser à la fin de vie de leurs déchets avec pour objectif le réemploi et le recyclage. Donc voilà, aujourd'hui, on met sur le marché des articles et on doit penser à leur fin de vie. Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir été avec nous. Vous restez là, bien sûr, vous intervenez absolument quand vous voulez. Nous, on va continuer à parler de voile, mais pas tout de suite avec Alexia, avec notre deuxième invitée, Imogen Dinham-Price. Et c'est bien sûr notre Zoom Éco. Merci Imogen d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous vous occupez, et on le voit sur votre t-shirt, de cette classe IMOCA, une classe de bateaux monocoques. Ce sont les bateaux, pour celles qui ne savent pas trop, qui participent au Vendée Globe tous les 4 ans. Là, on va parler plus précisément de The Ocean Race, cette course autour du monde avec escale en équipage qui va s'élancer le 15 janvier prochain d'Alicante. Vous, pour cette course et auprès de la classe IMOCA, vous êtes consultante développement durable, je le disais tout à l'heure, Sustainability Manager pour cette classe. Alors concrètement, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites notamment pour cette course-là précisément? Donc, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, oui, je suis Sustainability Manager pour la classe IMOCA. Donc, je travaille spécifiquement pour les bateaux qui font le Vendée Globe, mais aussi on accompagne les courses comme The Ocean Race. On suit très proche avec eux pour tout ce qui est organisation de parties de développement durable. Donc, pour l'instant, il y a 5 bateaux qui vont participer à The Ocean Race. Donc, avec The Ocean Race, on essaie de aussi suivre le programme The Ocean Race qui est Racing with Purpose. Donc, on essaie d'aider les équipes à quand même réduire l'impact pendant cette course. Et on fait ça dans une manière quotidienne avec la classe. Donc, avec la classe IMOCA, on a toute une partie fonctionnement où on essaie d'aider les équipes à réduire les impacts. D'abord, par rapport à mesurer l'impact avec notre calculatrice carbone. Et après, réagir. Ça peut être aussi avec le type de donation via le Givebox, par exemple, aussi le recyclage de carbone dans le chantier. Mais aussi, on a un deuxième volet qui est plus par rapport à la construction de bateaux. Donc, nous, en tant que classe, on peut mettre en place des règles pour minimiser l'impact dans la construction de bateaux. Donc, par exemple, on essaie de réduire la quantité de fibre de carbone qui est utilisée pour le bateau. Et ça peut être fabriquer une table carte en fibre de lin. Ça peut être aussi mettre à bord une voile verte pour le prochaine année, 2023. Ça, ce sont des exemples, Imogen, ou ce sont des choses qu'il va falloir avoir sur son bateau pour pouvoir prendre le départ des courses? Pour l'instant, on accompagne simplement ce changement. On ne demande pas obligatoirement qu'au départ de cette course, on ait des voiles en lin et ce genre de choses. Pour l'instant, on incite beaucoup les équipes de mettre en place ces différents éléments, mais il y a beaucoup de courses qui sont beaucoup plus strictes par rapport à The Ocean Race, par exemple. C'est la première course qui a incité les équipes de ne pas utiliser le plastique à usage unique. Donc, c'était les précédentes éditions et ça, c'est aussi le cas pour cette édition-là. Mais ils ont allé beaucoup plus loin aussi. Ils ont aussi demandé à toutes les 5 équipes d'installer des instruments scientifiques à bord pour récolter des données pendant cette course. Ces données sont utilisées pour les scientifiques. Ils vont tous analyser ces données pour regarder un peu la santé de l'océan.
Et ça va aussi accompagner leur campagne qui est One Blue Voice. Donc One Blue Voice, c'est de mettre en avance les droits de l'océan. Donc les skippers, ils ont le droit de vraiment transmettre ou partager ces messages. C'est un message qui vous parle, Alexia, tout ça. Oui, la difficulté, c'est parfois antinomique avec la performance. Quand on veut utiliser des matériaux qui sont respectueux de l'environnement, on n'a pas encore la technologie et le développement, donc ça va prendre un peu de temps avant d'arriver à ce que tout le monde soit content du côté sustainability et le manager sustainability et le côté équipe performance. Le sportif. Mais ça se met en place et c'est normal que ça prenne du temps. Eh bien, d'ailleurs, on va s'intéresser à un événement, une course, un championnat qui fait la part belle, justement, à ce développement durable et à sa place dans la performance sportive. C'est bien sûr le SailGP. Il y a quelques semaines, Quentin Delapierre nous a rendu visite. Il est le pilote du F50 français. Depuis que l'on l'a rencontré, il a remporté l'étape de Saint-Tropez. Vous avez peut-être suivi ce moment. Alors, je le disais, la particularité de sa discipline et de ce circuit, eh bien, c'est qu'il y a un classement sportif, assez classique, me direz-vous, et un autre extra-sportif qui valorise les équipes pour leur engagement et leurs actions en matière de développement durable. Quentin nous a parlé évidemment de cette Impact League et de ses sensations à bord de son bateau volant depuis 1 an maintenant. Entretien. Je suis assez fier de la progression qu'on a eue en tant qu'équipe sur cette année. Je pense qu'on tient le bon bout, on avance et on garde cette ouverture d'esprit qui nous est nécessaire pour continuer d'avancer. Et puis tout simplement, j'ai des sensations que j'ai jamais eues en voile à chaque week-end de Grand Prix et je me régale de ça. On le dit souvent, c'est la F1 de la voile et je pense que c'est très réaliste. Aujourd'hui, on navigue plus avec des boots sur le bateau, on tire plus sur les voiles avec des boots, on tire sur les voiles avec de l'hydraulique, de l'électronique. C'est des bateaux très gros qui font 50 pieds et pour autant on est ultra évolutif, on peut jouer chaque rotation de vent, on peut aller chercher plus de vent comme sur un petit bateau. C'est moi qui fais les trajectoires, je prends les décisions finales, c'est moi qui attaque ou pas un bateau. Et c'est vrai qu'au début, je faisais super attention parce qu'on sent très vite que l'accident est pas très loin, quoi. On vole au-dessus de l'eau, du coup dès qu'il y a de la mer, nous on maintient 40, 50 nœuds, ça fait presque 100 km/h. Mon premier événement à Cadix il y a maintenant presque un an. On sort du port et le bateau accélère et c'est juste complètement nouveau pour moi. Et j'ai une sensation que j'ai jamais connue en voile. On est la seule ligue sportive au monde qui peut prendre une photo de l'année précédente à aujourd'hui et voir qu'on a vraiment progressé. Ça nous demande beaucoup de travail. On est très staffé pour performer sur l'Impact League, qui est la ligue en parallèle du sportif. Sur le bateau, c'est classé sur l'aspect technologie et innovation. Donc nous, l'équipe de France, on propose par exemple de réduire notre utilisation de scotch ou de plastique parce qu'à chaque fois qu'on monte ou qu'on démonte le bateau, il faut accéder à des parties du bateau qui sont sous des parties aéro. Et ces parties aéro, on doit les enlever puis les replacer. Et donc on a trouvé des solutions qui existent déjà pour réduire notre utilisation d'autocollants ou de plastique. Même si c'est simple, on avance, on trouve des solutions et on minimalise rien du tout, quoi. Pour vous donner un exemple, sur le Grand Prix de Saint-Tropez, on va être la première équipe sur son événement à fournir en électricité tout le village avec un générateur à hydrogène. Chaque équipe peut avoir sa stratégie et la proposer à la Ligue. Et ensuite, quand il y a une idée qui score ou qui paraît intéressante, la Ligue l'adopte et l'applique à tous les bateaux. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis fier d'être dans une ligue sportive qui prend les choses par le bon bout et qui avance aussi vite qu'elle peut. Je pense pas aujourd'hui être exemplaire. Par contre, j'essaye autant que je peux d'être dans l'action et d'avancer et de faire mieux que ce que j'ai fait hier. On entend l'importance, Alexia, de à la fois ce classement sportif. Il est sportif de haut niveau, il veut gagner évidemment, mais l'importance de tout ce qu'il y a à côté.
Oui, je trouve ça chouette, la coopération dans les initiatives et les bonnes pratiques et de pouvoir justement appliquer à l'ensemble de la flotte les bonnes pratiques, celles qui ont été validées. Je trouve que c'est assez malin. Et ça, c'est vraiment quelque chose à reproduire, je pense, sur tous les circuits de course à la voile et les autres courses. Alors, comme pour le SailGP, Imogen The Ocean Race sera une course à escale, je le disais tout à l'heure. Alors, ça veut dire qu'il y a toute une équipe d'organisation, évidemment, qui va bouger dans différents pays pendant 6 mois. Est-ce que ce ne serait pas quand même un peu en contradiction avec la volonté de limiter l'empreinte carbone de la course ? C'est une bonne question aussi et c'est quelque chose que la course a réfléchi depuis des années. Donc c'est vraiment grâce au programme Racing with Purpose que The Ocean Race a commencé à limiter les impacts ou les émissions de 75% depuis les années précédentes. Donc ça c'est vraiment tout un travail de fourmi parce que ça c'est vraiment intégrer tous les acteurs dans cette course à réduire l'impact. Également aussi toutes les équipes. Les équipes, ils ont quand même le soutien de nous, la classe. Ils ont également, il y a 11 Hour Racing qui a mis en place une toolbox qui aide les équipes à créer leur propre stratégie RSE. Et dedans, il y a une calculatrice carbone et tout. Donc, ils ont quand même pas mal de ressources, de guides, etc. Et The Ocean Race fournit tout ce travail-là pour les équipes pour qu'ils soient à la hauteur. Et l'ambition de cette prochaine édition, c'est d'être à 100% autonome en énergie pendant toute la course. Donc ça, c'est quand même un grand défi, mais c'est quelque chose qui, c'est vraiment la première course d'arriver à cette possibilité. Voilà, et on fera le calcul de l'empreinte à l'issue de ces 6 mois, évidemment, parce qu'avant de pouvoir réduire, il faut déjà calculer, et ça, c'est important. Alexia, on va parler dans quelques instants ensemble de cette passion pour l'océan et de l'engagement au quotidien pour le protéger aussi. Mais avant cela, ce sont les infos en bref de Sport Planète. Avec tout d'abord un rendez-vous à vous donner, ce sont les états généraux de Sport Planète, les 18 et 19 octobre prochains en région parisienne. Événement grand public que vous allez pouvoir retrouver en streaming, conférences, tables rondes, ateliers, afin de partager les bonnes pratiques, identifier les freins à lever et proposer des solutions concrètes aux différents problèmes rencontrés. Voilà, 18 et 19 octobre prochains. Début octobre, il y a quelques jours, le championnat FIBA 3x3 World Tour posait ses valises à Paris. C'était la première fois de l'histoire qu'une étape de ce prestigieux championnat était organisée en France. C'était d'ailleurs à suivre sur les antennes de Sport en France. Alors il y avait du spectacle évidemment, mais aussi des actions respectueuses de l'environnement. La société Oxygène, promoteur de cet événement, a tout fait pour que ce Paris Masters soit le plus vert possible, et notamment en matière de mobilité. Je vous propose d'écouter Laurent Marchal, président et fondateur d'Oxygène, au micro de Lucien Jarran. On cherchait à la fois un lieu iconique pour répondre à plein d'engagements, d'événements qu'on peut imaginer, mais il y avait la nécessité en effet d'avoir l'empreinte carbone la plus faible possible. Donc sur l'enjeu de mobilité, l'idée c'était que, hormis le fait que c'est une compétition mondiale, donc nécessairement les joueurs arrivent des 4 coins de la planète, majoritairement en avion. Tous ceux qui pouvaient arriver en train, on a essayé de favoriser le fait qu'ils arrivent en train, mais en revanche une fois qu'ils sont à Paris, on est au cœur de Paris, donc ils n'ont pas à bouger. L'hôtel est à moins de 10 minutes à pied, mais pas que pour les joueurs. L'orga, l'ensemble du personnel FIBA, on est une centaine aujourd'hui pour porter cet événement, qu'on soit sportif ou qu'on soit organisateur. On est tous dans le même hôtel, à Place de la République. Donc on est à, oui, je crois qu'on met 7 minutes à pied pour venir. L'ensemble des transports ensuite qui ont dû se faire entre l'aéroport et le site ont été maximisés pour être en transport électrique. Et l'ensemble du processus, en tout cas, essaye de s'inspirer et de développer cette pratique-là. Et puis pour terminer, le carton rouge de Sport Planète, ce sont ces Jeux asiatiques d'hiver attribués à l'Arabie Saoudite en 2029. Le lieu de compétition, ce sera Trojena, en bordure de la mer Rouge, où doit être construite une ville futuriste d'ici 2026. La Fédération française de ski s'est exprimée notamment en regrettant ce choix dans un lieu naturellement pauvre en précipitations et en eau, et où il n'existe à ce jour aucune station ni piste de ski. Voilà, c'était notre petit coup de gueule du mois. Alexia, évidemment, ce genre d'événement, on ne peut plus imaginer même les pensées, en fait. Oui, c'est absolument dingue d'avoir pu imaginer ça aujourd'hui. À part le boycotter, je ne vois pas ce qu'on peut faire, mais quel dommage pour les athlètes qui réalisent le rêve de leur vie en participant aux Jeux Olympiques. C'est vraiment difficile d'arbitrer, y aller ou pas y aller.
ça nous rappelle le Qatar dans pas longtemps, c'est compliqué. Effectivement. Les Jeux asiatiques d'hiver, hein, pour l'instant, ils ne concernent pas les pays européens, mais il n'empêche, voilà, ça sera quand même un grand événement sportif prévu à date, donc en Arabie Saoudite en 2029. Allez, on y va avec les récits de ces aventures. C'est notre partie éco-aventurière. Alexia Barrier, donc, qui a bouclé son premier Vendée Globe en 2021, enfin départ 2020, arrivée 2021 à bord de TSF For My Planet. Alexia, vous naviguez sur les mers du globe depuis un petit temps déjà. Est-ce que vous avez vu au fil des années cet océan que vous aimez tant se dégrader? Ouais, alors j'ai eu la chance de tirer mes premiers bords à Antibes à l'âge de 3 ans avec mes parents. Et donc là, j'ai un peu plus de 40 ans. Et c'est vrai que j'ai vu une évolution du nombre de déchets et de la pollution. Notamment quand on approche des côtes. C'est là où on se rend compte finalement qu'on approche des côtes. Évidemment, on sait où on est, on a une cartographie. Mais je veux dire, il y a de ça 15 ans, on sentait l'odeur de la terre avant de voir la terre. Maintenant, on voit les déchets dans l'eau avant de voir la terre. Donc c'est aussi pour ça que j'ai souhaité agir pour préserver mon terrain de jeu en créant l'association For My Planet. C'est en faisant ce constat terrible en juin 2009. En rentrant d'une course transatlantique en équipage, on avait gagné. Et je n'ai pas pu être satisfaite finalement de cette victoire parce que le plaisir était gâché par ce que je voyais dans l'eau finalement. Ce Tour du Monde, on en dit un mot, ce Vendée Globe l'année dernière, ça restera quoi comme souvenir pour la navigatrice que vous êtes? Le Vendée Globe, c'est un rêve de petite fille. À l'âge de 12 ans, j'ai vu le premier Vendée Globe à la télé et je me suis dit qu'un jour, je ferais partie de ces skippers. C'est chose faite sur un vieux bateau, hein, parce que c'était le bateau de Catherine Chabot. Il avait déjà fait 7 fois le tour du monde. Donc vraiment, là, dans l'esprit recycling, upcycling, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ce bateau, c'est un bateau de légende qui a une histoire, mais il ne me permettait pas de gagner la course, évidemment. Et c'est ce que j'aime dans le Vendée Globe, c'est que c'est une aventure qu'on peut aborder de différentes manières. Une aventure avec des émotions hein, qu'on voit sur ces images, cette arrivée-là. Est-ce que quand on revoit les images, on a encore l'estomac un peu noué? J'utilise ces images pour donner des conférences et partager mon aventure aujourd'hui et à chaque fois je pleure. Mais non, c'était un moment extraordinaire, surtout que j'arrive au sable avec une fracture du dos. Ça faisait 10 jours que je ne pouvais plus marcher. Et j'ai serré les dents pour arriver à cette ligne d'arrivée avec tous mes proches. Et évidemment, on était encore confinés ou à moitié confinés. Donc c'était particulier cette édition, mais ça marque pour la vie, c'est certain. Et ça permet, vous le disiez, je vous ai coupé, d'aller au-delà, là encore, hein, de cette pure performance sportive, de partager des messages, de faire passer un petit peu quelques informations sur l'état de l'océan, justement. L'avantage qu'on a quand on est skipper de course large, c'est qu'on a une petite notoriété, donc on peut s'exprimer auprès des médias, ou même auprès des jeunes, des écoles, des lycées, et de faire passer des messages comme celui de la préservation de notre jolie planète bleue, c'est essentiel pour moi. Aussi important que de gagner la course finalement. Je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps la voile si c'était que pour gagner des courses. Ça ne m'intéresse pas. Même si je suis compétitrice, il faut qu'il y ait autre chose. Et cette dimension environnementale et ma contribution pour la recherche scientifique depuis 12 ans, avec des capteurs comme on le fait maintenant sur de plus en plus de bateaux. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je trouvais que c'était finalement pour moi pas très coûteux en termes de performance. Un peu coûteux au niveau de l'investissement parce qu'on paye nos capteurs et ça peut aller jusqu'à 150 000 € ou plus par capteur. Donc c'est un vrai coût qui impacte le budget sportif, mais c'est primordial. C'est primordial et ça permet aussi d'aller chercher des données là où pas grand monde ne va. Hein. Quand on va dans les mers du Sud, le Cap Horn, on n'y va pas toutes les 5 minutes. Ça permet aussi d'aider la recherche, de travailler en collaboration avec la recherche dans ces zones du monde. Exactement, il y a différents moyens pour les chercheurs d'avoir des données. Alors il y a les satellites, mais les satellites ont besoin de données in situ pour être étalonnés. Il y a les bateaux de recherche, les navires de recherche, mais ils ne sont pas très nombreux. Et les navires d'opportunité comme nous, les bateaux du Vendée Globe par exemple, les IMOCA, qui allons dans le sud de l'Indien et le sud du Pacifique où il n'y a absolument personne. Donc c'est des données qui sont très rares et très précieuses pour les scientifiques. On a vu quelques images aussi auprès des enfants. L'idée, c'est de quand même faire passer le message aux plus jeunes générations. Vous êtes ambassadrice UNSS. Quel est leur regard à eux ?
Alors, il y a vraiment différentes approches, mais c'est une question d'éducation et peut-être aussi d'ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes. Aujourd'hui, on leur peint souvent un tableau noir sur l'état de notre planète et sur l'état de leur futur. Ce que j'aime leur raconter comme histoire, c'est plus que tout est à construire. Il y a un champ des possibles infini et c'est pour eux l'occasion de s'exprimer. Donc, à travers mes aventures maritimes et grâce à l'association Format et Planète, on leur donne envie de préserver leur terrain de jeu, de prendre soin d'eux et de leurs proches, parce que c'est important de leur donner cette notion avant de leur demander de sauver la planète, de savoir aussi prendre soin d'eux, et puis de leur dire qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. C'est un message fort qu'ils doivent entendre et qu'on doit leur répéter pour leur donner des ailes et qu'ils puissent réaliser leurs projets. Vous avez signé, comme un certain nombre de skippers, la tribune du collectif La Vague. La voile fait rêver, mais on le voit dans cette tribune, notamment, il y a aussi des contradictions, on le disait tout à l'heure, les courses à escale notamment. Et puis, vous, il y a quelque chose qui vous hérisse le poil, je vais le dire comme ça, Alexia, c'est tous ces bateaux neufs. Est-ce que l'avenir, finalement, de la course au large ne va pas passer par un peu moins de nouvelles constructions ? Ce qui m'étonne, c'est qu'on a pris conscience du problème du fait qu'on pollue quand on construit des bateaux de course, mais qu'on continue à chaque édition du Vendée Globe à construire de nouveaux bateaux. Alors, ok, il y a le niveau performance, technologie, développement qui est super intéressant, mais peut-être tant qu'on n'est pas un peu plus vertueux sur ces constructions, est-ce qu'on ne pourrait pas ralentir un peu la cadence de construction des bateaux neufs ? C'est des questions que je me pose, j'ai évidemment pas toutes les réponses. Nous, on part sur un nouveau projet et le premier point pour moi qui était important, même si on veut battre un record de vitesse autour de la planète, c'est d'utiliser un bateau qui existe déjà et de le rendre plus performant par des évolutions technologiques, mais pas de reconstruire un bateau de plus. Parce que qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui après, on ne sait pas encore. Ouais, on les utilise beaucoup. Alexia l'a dit tout à l'heure, hein, son bateau du Vendée Globe, il avait déjà fait 7 fois le tour du monde. Mais effectivement, après, il y a quand même un moment, même s'il dure plus longtemps, il y a quand même un moment où il ne sert plus à rien. La filière de recyclage n'est pas encore optimisée. On va y arriver, mais il nous faut encore un peu de temps. On en parle un petit peu pour terminer de ce nouveau défi, de ce nouveau projet, cette participation, en tout cas cette tentative de battre le record du trophée Jules Verne à l'horizon 2025. Et pour cela, un équipage 100% féminin. Oui, je suis tellement fière de participer à ce projet, en tout cas de l'avoir créé, parce que c'est un projet collaboratif et de coopération internationale, un projet sportif, humain et planétaire, on va dire l'épopée maritime du siècle 100% féminin, pour battre le record du trophée Jules Verne. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de femmes d'équipage féminin sur le trophée Jules Verne. Il y a très peu de femmes en multicoque, sur la classe ultime, qui sont les plus grands multicoques qui font les courses aujourd'hui que l'on connaît comme la Route du Rhum. Il n'y a pas un seul skipper féminin. Donc c'était un peu un projet essentiel, je pense. Et on n'a pas de mal à recruter en plus. On n'avait pas eu de mal à recruter. Mais non, parce que grâce à la participation des femmes sur différentes courses de haut niveau, si on regarde notre palmarès sur les 10 filles de l'équipage, on a 12 tours du monde en course, 56 transatlantiques, 23 transpacifiques et 26 titres de championne du monde. Dika Fari, Marie Rioux, Marita Barli, Elodie Métro, Sarah Asreter, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est toutes des rockstars de la voile. Ouais, des rockstars de la voile qu'on encouragera en 2025 puisque c'est l'année que vous avez choisie pour tenter de battre ce record. Merci beaucoup Alexia. Merci. L'émission n'est pas tout à fait terminée, vous le savez. C'est l'heure de notre quiz. Allez, je vais vous poser des questions. Évidemment, le premier qui répond marque 1 point, et je vous le dis aussi, il n'y a rien à gagner à part un petit peu d'honneur et de respect des autres concurrents. Alors la première question, Strasbourg, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Nantes. Depuis quelques jours, de nombreuses métropoles françaises ont fait des annonces concernant un événement majeur qui va arriver. Quel est cet événement et qu'ont décidé ces villes? Paris 2024. Non, avant. Dans pas très longtemps, là, dans 1 mois, on a un événement qui fait un peu grincer des dents, beaucoup même. Coupe du Monde du Qatar. Et donc, ces villes, elles ont dit quoi? De ne pas diffuser en plein écran la Coupe du Monde. Voilà, 1 point sur ma gauche pour Baptiste, évidemment. Coupe du Monde 2022 au Qatar, pas d'écran géant pour regarder les matchs dans ces villes. Deuxième question, comment le club de rugby de la section paloise entretient-il les alentours du stade du Hameau? Avec des ânes, des chèvres. Pas loin. Ouais.
Des moutons. Des brebis. Ouais, je l'accorde. On peut l'accorder. Ce sont des brebis qui broutent l'herbe, des brebis qui appartiennent à l'association Les Tondeuses sur Pattes, créée par un ancien joueur de la section paloise. Voilà, éco-pâturage, c'est plutôt malin, je trouve, de faire ce genre de choses. Le dimanche 12 mars 2023 aura lieu la course du Grand Paris Express, course à pied ouverte à toutes et à tous, qui rassemble sur les territoires du Grand Paris, avec une arrivée en apothéose sur la piste du Stade de France. Et la médaille que recevront les finishers sera unique. Pour quelle raison? Elle est en bois. Non. Recyclée. Pas loin. S'en approche. En chocolat. Non. La gourmande. Non, ce sera la première médaille à planter au monde. Chaque coureur pourra faire perdurer le symbole de sa course en plantant les graines de tournesol contenues dans sa médaille, elle-même constituée de bois recyclé et fabriqué en France. On n'était pas loin, on peut peut-être mettre un demi-point sur ma gauche. Allez, dernière question. Tous les Toulousains connaissent la piscine Nakache, grande piscine de Toulouse composée de 3 bassins, dont 2 bassins olympiques. Alors, c'est une réalisation art déco qui dispose d'une rocaille avec sa cascade, 5e plus grand bassin du monde. Mais en termes d'écologie, c'est pas vraiment la joie. Est-ce que vous sauriez me dire de combien de litres d'eau est composée cette piscine? Vous la voyez sous vos yeux. Combien de litres d'eau dans cette magnifique piscine? Alors là, c'est presque. Un chiffre? Quelqu'un se lance? 100 000 litres. Ouh là là. 6 millions de litres d'eau. On était loin. C'est l'équivalent de 200 camions citernes de 30 mètres cubes, 1000 balayeuses de 6 mètres cubes ou 120 000 douches d'un Français moyen. Voilà, bon, on est loin de la performance écologique, évidemment. Merci en tout cas à tous les 3 de votre participation. Je crois que la victoire, elle est par ici avec le demi-point qui traînait. Merci à vous toutes. Évidemment, on suivra The Ocean Race, on suivra les aventures d'Alexia et de son équipage 100% féminin. Et nous, on se retrouvera bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport Planète. Très bonne soirée.